Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat. Je vous le dis dès le départ, comme ça vous y penserez. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour le succès de cette émission. Et puis vous pouvez également laisser un commentaire que je lis, je vous le rappelle, chaque semaine. Et cette semaine, justement, je suis avec Martial Bild. En remplacement de Jean-Yves Legallo. En remplacement de Jean-Yves. Bonjour Martial. Bonjour, Floriane. Donc on est ravis de vous accueillir sur le plateau d'Immédiat. Je crois que c'est la première fois que... la première fois cette place-là sur Immédiat, oui, je ne m'étais jamais invité, c'est fait. C'est fait maintenant. Et puis vous pourrez revenir autant de fois que vous le souhaiterez. Alors, au programme de cette semaine, on va aborder l'USAID, cette institution au financement un peu obscur. Vous verrez, d'ailleurs, vous nous éclairerez sur la question martiale. On reviendra également sur l'assassinat froid et terrible de Louise, qui a été lardée de coups de couteau. Et puis, nous n'oublierons pas les pastilles de l'information. Vous verrez, cette semaine, on s'intéressera particulièrement à l'intelligence artificielle. Si le programme vous plaît, eh bien, restez avec nous. On est parti. Martial, on commence ce dossier du jour par un petit éclairage pour nos téléspectateurs. J'ai quelques questions à vous poser sur qu'est-ce que l'USAID ? Quel est son rôle dans le monde ? On voit qu'ils interviennent dans beaucoup de pays. Quel est son rôle officiellement ? Alors, l'USAID, c'est l'Agence des États-Unis pour le développement international. C'est une agence gouvernementale américaine, une officine, il y en a beaucoup d'autres, on le verra aussi. Elle est née en 61, c'est-à-dire dans le contexte elle a tiré son origine du plan Marshall, qui était le plan d'aide à l'Europe, et dans un contexte qui est, rappelons-le, celui de la guerre froide. C'est important, ce que j'essaierai de vous dire tout à l'heure, qu'il y a des restes de cette époque-là. Le budget est de 44 milliards d'euros par an, de 40 à 50 milliards d'euros par an. Pour essayer de vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près le budget du secrétariat d'État aux États-Unis, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, et ça représente, depuis sa création, donc des milliers de milliards. Son but... Alors, il y a un but altruiste, et c'est celui sur lequel insistent les médias français, c'est promouvoir l'humanitaire, le développement économique, mais aussi un autre pan officiel d'ailleurs, et absolument pas caché, qui est celui de développer, de défendre la démocratie américaine et les droits de l'homme. En fait, en réalité... On parle aujourd'hui de l'USAID parce qu'il y a eu une décision de l'administration Trump de démanteler cette officine, tout au moins de neutraliser les versements opérés par l'USAID, qui voit ses subventions gelées pour l'instant pendant 90 jours. L'USAID apparaît non pas comme une officine humanitaire ou une ONG humanitaire, mais que derrière cette façade humanitaire, eh bien, il y a vraiment le financement d'opérations occultes partout où elles passent. Le chaos s'installe. Je vous en parlerai encore. On est qu'aux prémices des découvertes justement de ces financements, Martial. Comment est-ce que cette officine, comme vous venez de le dire, peut-elle influer sur des pays, sur la politique de certains pays ? Alors Floriane, la chose importante à dire dès le départ, c'est que les faits qui sont révélés aujourd'hui sont dénoncés depuis de nombreuses années par beaucoup de personnalités, y compris sur TVL. Et puis bien sûr, il y a eu par exemple Julian Assange qui a fait ces révélations depuis de nombreuses années et qui a été, vous le savez, emprisonné. Alors on n'en est qu'aux premières révélations, c'est vrai, parce que ce qui va certainement être considéré dans les prochains mois comme un scandale, peut-être le plus grand scandale de ce quart de siècle, est en fait une véritable bombe. Le Monde a dit c'est une bombe qui explose. C'est une bombe à fragmentation parce qu'elle va avoir des répercussions en cascade. Et elle va laisser entrevoir une entreprise de subversion mondiale. Elon Musk a d'ailleurs parlé à juste titre d'organisation criminelle. Le cas le plus emblématique, c'est, vous avez parlé de la France, de la Hongrie, de la Roumanie. Je vais vous prendre le cas le plus emblématique, c'est celui de la Hongrie. Parce que la politique d'Orban, on le sait, elle est combattue systématiquement et de manière injuste par la Commission européenne, avec des répercussions financières, puisqu'il y a des sanctions financières à la clé. On s'aperçoit aussi que Orban est combattu avec l'ingérence du milliardaire Soros et de ses organisations. Et on s'aperçoit maintenant qu'il est combattu par de nombreuses officines, dont
celle dont on parle, l'USAID, à travers ses financements. C'est donc une véritable opération de subversion, mieux de déstabilisation. Une déstabilisation que l'USAID a menée à travers son histoire dans des pays d'Amérique latine, aussi en Afrique, et on le voit dans les pays de l'Est, on peut évoquer l'Ukraine, on évoquera peut-être l'Ukraine, et on peut aussi évoquer la Roumanie, parce que le candidat patriote arrivé en tête à la présidentielle, l'élection a été annulée au prétexte qu'il y avait peut-être une ingérence russe, peut-être sur un réseau social, en l'occurrence TikTok. Et on s'aperçoit bien évidemment que de l'autre côté, l'USAID a pu mener une ingérence américaine de grande ampleur dans ce pays. Et ça aussi, j'espère que Elon Musk, qui est à la tâche avec Donald Trump, seront amenés à nous le dire. Alors, il y a assez peu de critiques finalement dans les médias de cette agence martiale. Ça vous étonne ? Écoutez, cette opacité finalement. Il faut être conscient aussi, j'ai oublié de vous le dire, je reviens à un point mais important, si vous me permettez Floriane, avant de répondre à votre question, c'est qu'il faut être conscient que l'aide humanitaire devient, on le voit à travers l'USAID, un outil de propagande étrangère, de politique étrangère, d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Et ces données doivent s'accompagner aussi d'une prise de conscience, nos téléspectateurs, des liens complexes mais avérés de l'USAID avec la CIA. L'USAID a été créée en 61, je vous l'ai dit, c'est d'ailleurs en pleine guerre froide, en tant qu'agence humanitaire. Et elle servait de courroie de transmission, bien évidemment, aux activités de la CIA. Plus près de nous et vraiment rapidement, il y a les attentats du 11 septembre 2001. L'USAID et la CIA ont travaillé ensemble, par exemple en Irak et en Afghanistan. Plus près de nous encore, la CIA a utilisé une campagne de vaccination contre l'hépatite B, c'était au Pakistan, menée par l'USAID, on est en 2011, et ça servait à la CIA de tenter de localiser Ben Laden. C'est un peu le bureau des légendes, là, ce que vous êtes en train de nous expliquer, Martial, c'est fou. Absolument. Alors, le scandale devrait faire la une de toute la presse. L'USAID n'est pas une agence d'aide, c'est une arme de déstabilisation, de subversion, de domination. Voilà le titre. J'ai regardé le titre de l'Express, de Marianne, qui fait titre sur les obèses cette semaine, du Point qui titre sur l'IA. Rien sur cette machine, cette officine financée par le peuple américain pour asservir les peuples, y compris le peuple américain, sous le masque de la bienveillance. L'USAID, c'est la caisse noire de l'État profond. Et la réaction de la presse en France, elle est incroyable, à l'image de Mediapart. Et toujours en pointe sur les dénonciations des scandales, qui parlent du caractère apocalyptique, mais de la décision de Musk et de Trump de geler les avoirs de l'USAID. Et Mediapart dit en substance, l'USAID, c'est couper les vivres de l'USAID, c'est faire à moyen terme des millions de morts, puisque seule l'action humanitaire est prise en compte, alors qu'elle sera bien évidemment rétablie au fur et à mesure, évidemment. Alors la réponse, elle est venue d'Elon Musk qui dit « Savez-vous qu'avec l'argent du contribuable, l'USAID a financé des recherches sur les armes biologiques, dont le Covid-19 ?» Alors là, si les faits sont avérés, prouvés, là, on va pouvoir parler véritablement de millions de morts. Et puis, on va aussi parler de ce qui a pu se passer sur des questions biologiques, les armes biologiques, sur le sol de l'Ukraine. Vous voyez qu'on est vraiment au début des révélations. Seulement au début. On a quelque chose de semblable comme ça en France, une officine de soft power, j'allais dire, comme à l'américaine. Oui, mais d'ailleurs Jean-Yves Le Gallou, qui est normalement à ma place, a très vite montré du doigt le rôle de l'AFD en France. Alors l'AFD, c'est le nom moins sympathique de l'Agence française de développement. Oui, c'est pas le parti en Allemagne. Non, c'est un budget de 2 milliards de fonds, avec à sa tête un haut fonctionnaire qui d'ailleurs se définit lui-même comme de gauche, Rémi Rioux, énarque, ancien directeur de cabinet de Pierre Moscovici. Des rapports ont pointé depuis longtemps du doigt les dérives dont l'aide au développement, notamment en Afrique. On peut considérer qu'on est loin de l'outil de rayonnement efficace et d'influence au service des intérêts français, mais plutôt d'une machine politique, avec d'ailleurs un agenda militant financé par le contribuable français. Voilà encore un endroit où nous dépensons des milliards, 2 milliards par an. Je vous rappelle qu'on a fait sortir des millions de Français dans la rue pour essayer de trouver 10 milliards pour financer les retraites.
Oui, il y a un deux poids, deux mesures, certains. On avance un peu, Martial, on a peu de temps, mais on a beaucoup parlé d'ingérence étrangère ces derniers temps, beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, concernant les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on apprend que l'USAID aurait financé certaines branches de la BBC. On croit comprendre qu'il y aurait eu des financements au niveau de l'AFP. Est-ce qu'on va apprendre d'autres choses? Est-ce que ça permet finalement d'américaniser les sociétés européennes, pardonnez-moi. On parle de 10 millions de dollars versés à l'AFP, ça reste à confirmer. Alors moi, ce que je cherche, même si c'est conditionnel, c'est que je trouve qu'il y a un important faisceau de présomption. Et ce qu'il faut en fait vraiment prouver, c'est que l'infiltration des médias via l'USAID modifie réellement les lignes éditoriales. C'est ça, en fait, la vraie question, la seconde vraie question. Alors, on sait que l'USAID finançait plus de 6200 journalistes, dont 707 médias, 279 ONG médiatiques. Par exemple, en Ukraine, l'USAID finance 9 des journaux sur 10. 9 journaux présentés jusqu'à maintenant comme indépendants et qui donc, par définition, ne le sont pas. Et puis le scandale est en train de se déverser sur la Nouvelle-Zélande, par exemple, et encore plus sur l'Inde. 182 ONG françaises auraient bénéficié de financements provenant de l'USAID. La France est donc un terrain d'intervention. Donc ça, première chose, la France est un terrain d'intervention. Est-ce que l'USAID a financé des agences de presse comme l'AFP ? Oui, elle a financé l'AP, la société de presse, qui est l'AFP américaine. Elle a financé des journaux comme le New York Times. Donc les agences de presse intéressent l'USAID. Donc pourquoi pas l'AFP ? La BBC a reconnu bien évidemment qu'elle avait reçu des millions de dollars, 3 millions de dollars, un peu plus de 3 millions de dollars de la part de l'USAID. Alors elle dit attention, ce n'était pas pour la ligne éditoriale, c'était pour notre branche caritative BBC Media Action qui, elle, s'engage en faveur de la liberté de la presse à l'étranger. Bon, donc en dehors des frontières, nous sommes aussi un peu en dehors des frontières de la Grande-Bretagne. Et enfin, surtout, Florian, ce qui est important, c'est est-ce que l'AFP a déjà accepté des financements américains ? La réponse est oui. Oui, officiellement, puisqu'en 2016, voilà, Meta, ce qui était à l'époque encore Facebook, a financé l'AFP pour qu'elle crée des postes de fact-checking, des fact-checkers qui étaient chargés de lutter prétendument contre la désinformation. Donc l'argent de Zuckerberg, il a été directement à Facebook dans une option d'intervention sur la ligne éditoriale. Voilà mon faisceau de présomption et qui devrait amener le président de l'AFP, Fabrice Friss, à donner son point de vue et à nous dire si oui ou non l'AFP a bien reçu les 10 milliards de dollars de l'USAID. Mais pour l'instant, bien évidemment, il se tait. Comment on peut envisager la suite avec cette agence, Martial, si on fait un peu de politique fiction? Actuellement, elle est gelée, il va y avoir moins de fonctionnaires, mais Elon Musk et Donald Trump vont sans doute garder cette agence. Écoutez, il va falloir pour l'administration Trump, je pense, repenser rapidement l'aide humanitaire de cette officine. Mais il y en a, et je le rappelle, beaucoup d'autres, comme la NED, par exemple, qui a mené des actions là aussi sur les pays de l'Est. Et puis mettre fin pour l'USAID à ce qui pourrait quand même apparaître comme un coup d'État de ce Moloch qui a finalement eu vous voyez, qui a fini par avoir sa propre vie. Par exemple, Ted Cruz, le sénateur américain, a révélé que 6 jours avant l'attaque du Hamas contre Israël, l'USAID avait versé 900 000 dollars à une organisation caritative, mais liée directement au Hamas, et même d'ailleurs liée au fils du leader du Hamas, Ismaël Haniyeh, qui a été tué à Téhéran en juillet 2024. Donc, il va falloir repenser cela. En ce qui nous concerne, ce qui est important, c'est de demander à Musk et à Trump la liste complète des ONG qui ont été financées par l'USAID en France, bien évidemment, en France. Et on verra comme ça quelle est la raison de la panique générale qui s'est emparée de beaucoup de personnalités dans notre pays et dans beaucoup de médias, bien évidemment. Absolument, on va suivre ça de très près dans l'immédiat. Rapidement, une petite revue de presse pour vous, chers téléspectateurs. À noter cet article du Figaro de Paul Sugy qui explique toutes les aides qui ont subventionné des médias étrangers. C'est ici que vous pourrez trouver les informations que vous
avez d'ailleurs cité en partie, Martial, notamment dans les autres médias, eh bien, tout le monde dénonce une catastrophe, un coup d'État. Certains disent même qu'il y aura des morts, donc on s'envoie les morts à la figure. Et surtout, la recherche Google parle du démantèlement. Pour l'instant, il s'agit d'un gel, il faut le dire. Alors, Sud-Ouest dit que cela concerne la planète entière. On cite évidemment l'ancienne chef de cette agence qui dit que c'est l'une des pires bourdes de politique étrangère de l'histoire américaine. Évidemment, elle travaillait avec Joe Biden, cette dame. Elle touchait des sommes pharaonesques. Oui, je pense que le poste de directeur de l'UCED doit être pas inintéressant. Mediapart donc parlait effectivement d'une catastrophe vue d'Ukraine au niveau de la suspension des aides civiles américaines. Il y avait quand même 7 milliards d'aides humanitaires au développement qui ont été versées et plus de 27,6 milliards d'euros de soutien. Bon, ce n'est pas rien. C'est intéressant quand l'extrême gauche soutient la propagande américaine en France. Moi, je trouve que c'est assez intéressant et il faudra creuser là encore pour savoir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont été concernés, qui ont été approchés, qui ont eu des valises, etc. Et tout. Voilà. Beaucoup. Et au plus haut niveau, à mon avis. Les seules critiques que l'on retrouve dans la presse, eh bien, ce sont les critiques sur les pays de l'Est qui sont heureux finalement de cette annonce de suspension des agences, de cette agence américaine. Donc on a un article de Euronews qui se plaint que les médias indépendants en Russie et au Bélarus et en Moldavie ne soient plus financés du coup par cette agence. Mediapart encore, là c'est plus intéressant. On a le dirigeant serbe qui accuse l'USAID d'avoir voulu déstabiliser le pays. On a Courrier International, effectivement, vous en parliez, il parle de la Hongrie. Ils disent que c'est un coup dur pour les voix anti-Orban. Donc là, c'est totalement avéré. Et puis, bien sûr, donc, ce tweet de Ted Cruz qui dénonce donc, cette agence et son impact, notamment dans le financement du Hamas. Et, avant les attentats, mais après les attentats aussi. Et après également. Semble-t-il. Peut-être un petit point sur la page Wikipédia pour conclure ce sujet de l'USAID qui explique bien voilà, les origines de cette agence et qui mentionne ces conflits d'intérêts, les liens entre l'USAID et la CIA, la corruption qui a pu avoir lieu en Équateur, les ingérences politiques en Bolivie, la déstabilisation du régime politique à Cuba. Ils ont à peu près fait le job cette fois-ci. Il faut le souligner. Et, chers téléspectateurs, écoutez maintenant, place à l'image de la semaine. Vous le savez, si vous avez suivi l'actualité, un nouveau meurtre d'enfant a eu lieu. Il s'agit de Louise, 11 ans, qui a été poignardée une dizaine de reprises. Ce qui est intéressant dans la revue de presse que l'on peut faire de ce drame, c'est que la presse a beaucoup parlé de la peur des parents et de la peur des enfants. Et donc, c'est quelque chose qui prend un peu du terrain. On a Le Figaro qui titre, par exemple, « On ne sait plus comment protéger nos enfants », une reprise des cours fébriles et moroses. Le Figaro, toujours après le meurtre de Louise, la peur inévitable des parents de laisser leurs enfants sortir seuls. Ici, donc, l'ancien France Bleu, meurtre de Louise en Essonne, ça aurait pu être nous, l'angoisse et la stupeur des Colésiens d'Épinay-sur-Orge. 20 minutes, carrément, titre « La psychose saisit les parents d'Épinay après le meurtre de Louise. La psychose, là, on n'est plus dans le sentiment. On n'est plus dans le sentimentalisme, mais on est dans la psychiatrisation de la peur. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que l'article qui suit, c'était un article du Parisien, donc proposé par Google. Voilà, c'est là où je fais ma revue de presse, comme vous, j'imagine. Eh bien, le Parisien propose un neuropsychiatre qui s'appelle Boris Cyrulnik et qui donne des conseils pour déjouer ce traumatisme, évidemment, que les camarades de classe de cette petite Louise doivent vivre actuellement. Donc on donne des conseils, la presse est là. La mairie avait décidé de prendre des mesures tant qu'on n'était pas certain d'avoir arrêté le suspect principal dans cette affaire. Ils avaient mis un dispositif de sécurité sur les trajets du collège et du lycée. Ça pose quand même une vraie question, cette
hypersécurisation et malgré tout cette absence de résultats, puisque voilà, il y a une hausse des agressions qui est nette aujourd'hui en France. On a déjà un plan Vigipirate quand même qui est auprès des écoles, des collèges et des lycées. Depuis les attentats de 2015, il a même été largement renforcé. Est-ce qu'il faut mettre un policier derrière chaque enfant sur les trajets de l'école, Martial? Est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Ouais, écoutez, déjà, Louise, Elias, Thomas, Philippine, Lola, à chaque fois la même consternation, la même émotion, bien sûr, et puis aussi, pardon, mais la même révolte. Parce que, on le voit bien, l'État n'est plus en capacité d'assurer la sécurité des citoyens. Ça, c'est parfaitement clair. Et d'ailleurs, quand les citoyens veulent assurer personnellement leur sécurité, alors là, l'État trouve la force de les en empêcher. C'est à ce moment où l'État fait preuve d'autorité. En fait, on le voit bien, en fait, dans la réalité, l'État, il n'est plus capable que de mener ce que j'appelle le SAM, le service après-mort. C'est-à-dire le bulletin psychiatrique, psychologique, l'enterrement, la présence du ministre, les notes réconfortantes, les pleurs. Ça, voilà, on s'est fait appeler le SAM. Mais dans la réalité, l'État a failli. Et c'est d'ailleurs l'ensemble de la société qui a failli, parce que quand on voit le portrait, de ce l'assassin, jeune Owen L, voilà, 23 ans. De l'assassin, s'il y a préméditation, mais comme semble-t-il, il avait déjà essayé de faire ça sur une jeune enfant une première fois, donc je pense qu'il a prémédité ce genre de choses, peut-être pas tué, mais il a prémédité ces agressions. En réalité, pour moi, c'est un assassin. Et cet assassin, il est la représentation de ce qui est le néant de notre société, le néant de notre société. Et ça ouvre un large débat sur qu'est-ce qu'on a fait de notre jeunesse. Place maintenant aux pastilles de l'information. On vous parle souvent dans Immédiat des deepfakes, des dangers de cette pratique qui se fait avec l'intelligence artificielle. Eh bien, figurez-vous que Emmanuel Macron a trouvé ça plutôt drôle. Je vous propose de regarder ce qu'il a posté sur ses réseaux. Je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous, mes petits loups. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Mais plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses. Changer la santé, l'énergie, la vie dans notre société. Et donc la France et l'Europe doivent être au cœur de cette révolution pour saisir toutes leurs chances et pour pousser aussi les principes qui sont les nôtres, ceux en quoi nous croyons. C'est le but de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. C'est dès demain à Paris. Alors je compte sur vous. Ok, là c'est bien moi. Voilà, il se compare à MacGyver à la fin. Martial, avant de vous donner la parole pour commenter peut-être ça, il y a une journaliste qui lui a dit quelque chose. Vous allez voir, ce n'est pas une journaliste française. On regarde ça tout de suite. Cette grande figure de l'information indienne a réagi à la vidéo d'Emmanuel Macron. Palki, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Le président de la République a posté cela aujourd'hui. Finalement, c'est l'intelligence artificielle qui a utilisé son image depuis quelque temps. Il en a fait une compilation. Il les propose. Alors ça peut faire sourire, mais ça ne fait pas que sourire uniquement. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno est une culture apparente. Ça n'est pas drôle, ça n'est pas drôle. On aime la Ça bagnole. n'est pas drôle sur quoi? Est-ce que cela vous embête? Vous l'avez posté aujourd'hui. Puisque c'était aussi lancer le débat. Voilà, d'un côté, on a Laurent Delahousse qui dit ça peut faire sourire, mais ça peut ne pas faire sourire. Et puis, on a une autre journaliste qui est indienne, Palki Sharma, qui dit ce n'est pas drôle. Je pense que jamais un journaliste comme ça n'avait critiqué aussi ouvertement Emmanuel Macron. Il y a mille choses dedans. Vous savez, je vais faire très court. Moi, si j'avais à dire l'IA, à quoi ça sert, j'irais chercher, je poserais la question, Molière, le misanthrope, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Comment il l'a écrit? À quel moment il l'a écrit? Et là, on a une réponse, on dit, alors l'intelligence artificielle, ça sert. Alors là, on est dans le pire de l'intelligence artificielle. Et c'est ce qui ressort pour lancer le débat. C'est donc à la fois une erreur politique et tactique, mais ça, évident. C'est personnellement un naufrage. Et derrière, quand même, derrière le pied de nez, il y a quand même la provocation. Je vais dire, voilà, coucou, je me déguise en transgenre, suivez mon regard. Et
Ça relève, moi je suis désolé, de la perversion. Oui, c'est la guerre du cool. Alors beaucoup de médias ont dit que c'était l'occasion pour Macron pour essayer de retrouver sa place. Mediapart qui dit que l'intelligence artificielle et Macron, c'est la passion d'un VRP. Exit pour quelques jours la lassitude de fin de règne, le spleen de l'impuissance, la succession des pots de départ. Parce que bien sûr, Macron espère nous replacer sur le devant de la scène après d'ailleurs l'expérience Lucie qui n'a pas été très convaincante pour les internautes. RFI, Emmanuel Macron s'emploie totalement pour convaincre le monde de la tech. Alors oui, c'est très totalement, ça c'est sûr. Combien est-ce qu'on va investir pour l'intelligence artificielle à Paris? Il y a un campus qui va s'installer, ça c'est une information intéressante. On nous annonce 109 milliards d'euros. Les médias ont assez peu détaillé l'origine de ces milliards. Alors, on trouve l'information, mais 50 milliards de l'Arabie Saoudite, 20 milliards du Fonds canadien, 10 milliards de Fluidstack, 6 milliards d'Amazon, 5 milliards d'un autre fonds américain Apollo, 5 milliards des Américains Digital Reality, 4 milliards du Suédois Evrock, 3,5 milliards du Polonais Proligis. Pour mettre l'Europe sur le devant de la scène, on a quand même besoin, encore une fois, des investissements américains. C'est intéressant. Vassalisation. Et Elisabeth Borne a annoncé que les élèves prendraient des cours de ChatGPT. Ça avait fait aussi assez rire les internautes, mais bon, peut-être qu'il ne faut pas s'en amuser dès la rentrée 2025. Affaire à suivre là encore. Toujours à propos d'intelligence artificielle, c'est la guerre entre les différents groupes qui se lancent sur cette course à l'intelligence artificielle. Et figurez-vous qu'Elon Musk a fait une offre à 100 milliards pour racheter OpenAI, qui possède ChatGPT, l'intelligence artificielle peut-être la plus connue, avec maintenant DeepSeek, son concurrent direct chinois. Cette offre a été refusée par le patron de OpenAI. OpenAI qui est d'ailleurs une société à but non lucratif, mais qui souhaite transformer sa société pour pouvoir faire du profit. Là encore, affaire à suivre. Pour l'instant, on est sur de la data publique, sur une accessibilité publique. Peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle sera payante et en tout cas, elle a de beaux jours pour bouleverser toujours un peu plus nos vies. Elon Musk toujours, et cette fois-ci, un clash avec une personnalité française. Cette personnalité, il s'agit de Xavier Niel. Xavier Niel qui a en fait en premier lieu insulté Elon Musk, qui lui a ensuite répondu. Je vous propose de regarder la séquence. Couper les crédits aux États-Unis. Je pense que c'est le plus grand entrepreneur du monde, et à côté de ça, un garçon qu'on va qualifier au minimum complexe, si je devais utiliser un mot difficile, peut-être parfois un connard. Voilà, donc c'est un mélange des deux. Alors, tout le monde s'amuse à traiter Elon Musk de connard. C'était Charlene Vanhoenacker avant lui. On n'est pas beaucoup dans l'originalité. Elon Musk lui a répondu immédiatement. Xavier Niel, ce type qui a été envoyé en prison pour être un véritable proxénète avec un groupe de prostituées. Chers téléspectateurs, vous avez rendez-vous dans le Portrait Piquant en partenariat avec Logim. Claude Cholet passe Xavier Niel sous la loupe. Vous allez voir qu'il est passé effectivement du téléphone rose au téléphone free, puis ensuite aux médias et aux grands médias. Mais voilà, c'était bien répondu. C'est clair, quand t'as free, t'as tout zizi avec Xavier Niel. Ouais. Xavier Niel qui lui a répondu, d'ailleurs on va régler ça au Lidl, en faisant référence à un ancien clash avec un internaute. Lui il est très coutumier de ça sur Twitter. D'ailleurs son fil Twitter est assez amusant, il répond à plein de trucs, voilà. Et finalement c'est Lidl qui a répondu pour mettre le point final. Lidl qui est aussi en pointe sur la communication, je dois dire, leur page est assez amusante. Nous rappelons aimablement que les combats de milliardaires ne sont pas autorisés dans nos magasins. Effectivement, ça ne leur est pas tout à fait adressé. C'est intéressant, les réunions de famille doivent être sympas, parce que beau papa, c'est Bernard Arnault, qui était à l'intronisation de Donald Trump aux côtés d'Elon Musk. Bon, ça va faire des soirées sympas. Un film maintenant, Emilia Pérez, et vous allez voir, ça a un peu tourné en eau de boudin. Je vous propose de regarder peut-être un récapitulatif réalisé par l'AFP qui parle de cette polémique, en le disant gentiment.
Pourquoi le film Emilia Pérez fait-il controverse? La route vers les Oscars est plus compliquée que prévu pour le film français qui faisait pourtant partie des grands favoris. En cause, une nouvelle polémique autour de son actrice principale, Carla Sofia Gascon. D'anciens messages postés sur le réseau social X de l'actrice ont été exhumés. Elle y attaque l'islam qualifié de foyer d'infection pour l'humanité, le mouvement Black Lives Matter après la mort de George Floyd. Les Oscars y sont décrits comme un festival afro-coréen et même sa co-actrice Selena Gomez y est mentionnée. Ces tweets ont refait surface quelques jours après que Carla Sofia Gascon soit devenue la première comédienne ouvertement transgenre nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice. Par la magie des algorithmes, vous en aviez sans doute déjà entendu parler. Effectivement, vous aviez peut-être même vu la bande-annonce. Il y avait 13 nominations pour les Oscars. Il était tout à fait pressenti. Et là, c'est vraiment oups, j'ai tweeté et vlan le bad buzz rattrapé par la patrouille de la cancel culture finalement. Et d'ailleurs, le meilleur des uns, Martial, fait le bonheur des autres, puisque là, actuellement, les médias sont en train de pousser un autre film sur le devant de la scène. Il s'agit de Anora. C'est un film sur une stripteaseuse, globalement, qui se marie avec le fils d'un oligarque russe. Et le papa est très méchant parce qu'il ne souhaite pas de ce mariage et essaye de les tuer. Ça a l'air assez fantasque, globalement. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur toute cette affaire? Ce qui est amusant, c'est que le film d'Audiard devait servir de politique anti-Trump. C'était Hollywood se venge de la politique anti-transgenre présumée telle de Donald Trump. Et donc, c'était vraiment le film qui avait été choisi. Mais là, on s'aperçoit, ce qui est intéressant, c'est que l'appartenance à une minorité ne protège pas des autres minorités. Et en fait, au final, c'est l'impasse de la théorie intersectionnelle qui amenait et entraînait dans le wokisme la convergence des luttes des minorités. C'est raté. Mon ami De Vecchio parle de l'enterrement du wokisme. C'est pas faux. Enfin, un premier enterrement, il y en aura d'autres. À propos de wokisme, on continue avec Disney+. Disney+ perd des abonnés. Et j'ai trouvé ce chiffre très intéressant. Ils ont perdu plus de 700 000 abonnés. C'est quand même pas rien. Alors rassurez-vous, ils vont très bien. Leurs bénéfices sont encore en hausse. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont mis des publicités sur leur plateforme. Vous savez désormais ce que vous voulez faire si vous ne supportez pas les interruptions de pub. Eh bien, venez sur TVL, c'est mieux. Le wokisme fait-il recette? Pas forcément. Mais ce n'est pas dénoncé par les médias. Tout le monde parle de la hausse de prix, que les gens ont claqué la porte parce que c'était trop cher. Mais personne ne dénote finalement cette problématique peut-être de la proposition. Il y a deux raisons pour lesquelles on peut se quitter un service pareil. C'est soit c'est trop cher, soit c'est pas adapté, soit c'est nul, soit c'est pas souhaité, soit c'est pas souhaitable. En comparaison, il y a 157 millions d'abonnés au tout service pack compris à Disney+. Netflix, c'est 300 millions. Prime, 200 millions. Et Max, on est à 110 millions d'abonnés dans le monde, à chaque fois. Et c'est amusant parce que donc, personne ne soulevait dans la première revue de presse que j'ai faite. Et hier soir, que nous annonce Disney? Eh bien, qu'ils vont alléger les avertissements woke. Vous le saviez si vous avez regardé des dessins animés anciens de Disney récemment, comme Aladdin, comme Dumbo, comme Peter Pan. Il y a un message d'avertissement qui dit « Oui, alors ça peut être choquant, nous nous désolidarisons ». Enfin, un message totalement hallucinatoire, donc qui va être allégé là, maintenant. C'est l'effet Trump, là, peut-être, Martial? C'est la revanche de Walt Disney, vous savez, qui était plus trumpiste que bideniste, si j'ose dire. Si je parlais en lieu et place de Walt Disney, c'était un conservateur. C'est assez amusant, parce que c'est vrai, c'est le PDG de Disney, c'est lui qui a dit la vérité. C'est pas la question des prix, c'est une possibilité, c'en est une, c'est un élément. Mais Netflix a augmenté ses prix de la même importance, voire même un peu plus dans le même moment, et dans le même temps, ça n'a pas eu la même réaction. Mais Netflix a des programmes woke et des programmes non woke. Les programmes woke sont vraiment définis dans certains pays, comme la France. Alors là, tout ce qui est français est woke, tout ce qui est produit en France par Netflix est absolument woke. Nous sommes au cœur du wokisme. Ça, c'est une réalité, avec l'Espagne et d'autres pays comme cela. Donc la question du prix, elle est certainement significative, mais pas seulement. Et d'ailleurs, Bob Iger dit qu'il va recentrer les priorités de l'entreprise sur le divertissement plutôt que sur des messages politiques ou sociaux. Voilà, c'est un message qui arrive pile pendant la campagne justement de baisse de prix pour faire réabonner des gens. Il n'y a pas de hasard. Voilà.
Et on finit par l'info poubelle. Restez, c'est vraiment une info qui concerne les poubelles et plutôt la police des poubelles. C'est un reportage qui est paru aux 20h de France 2. On en regarde un petit morceau. Ils forment un duo d'enquêteurs d'un nouveau genre. Baptiste Casoli et Caroline Picard interviennent toujours au petit matin. Oh, il pèse lourd. Plein de plastique. Leur mission, inspecter le contenu des poubelles grises pour débusquer les déchets mal triés. Sur ce bac, ce qu'on remarque, c'est qu'on voit à la fois de la canette, un emballage aluminium, de l'emballage carton avec la boîte de mouchoirs, de l'emballage plastique, des boîtes de médicaments. Donc là, forcément, c'est motif de refus. La poubelle est marquée non conforme et ne sera pas collectée pour cette fois. Là, Martial, c'est fou. Le Figaro a carrément fait un article dans Figaro Vox, c'est plutôt une tribune d'ailleurs, de la brigade du Tigre aux brigades du Tri. Voici venue la police des poubelles. C'est intéressant ce concept du job délation d'ailleurs, de voir, on marque les poubelles qui ne sont pas obéissantes. Après le pass sanitaire, après les vignettes critères, les ZFE, le pass tri des poubelles et bientôt la médaille du chevalier de l'écologie, Martial. Ce qui m'amuse, c'est comment j'arrive ici, dans les studios de TVL, on prend une grande rue, et cette grande rue elle est remplie de poubelles, parce qu'il y a beaucoup de bureaux et de gros bâtiments. Et alors, il y a un passage le matin, au petit matin, il y a le passage de gitans, de gens du voyage, de clandestins, de migrants, je ne sais pas, et qui renversent toutes les poubelles, mais qui jettent tout par terre pour trouver je ne sais quoi. Bon, voilà, ils font ce petit trafic-là, et je me dis tous les jours, s'il y avait un policier quand même qui empêchait de salir, de saloper l'ensemble de la rue, ça serait pas mal. Bon, mais là, c'est pas la même police, celle-ci, elle n'existe pas. On reste à la police des poubelles. C'est vrai aussi que c'est plus facile, parce que les poubelles n'ont pas de couteau, elles ne se révoltent pas. Elles refoulent, mais elles ne rejament pas. Donc, c'est bien pratique. Mais enfin, même Orwell, je crois, n'avait pas pensé à la police des poubelles. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur le pouce en l'air. C'est pour l'algorithme de YouTube. J'ai l'air d'une crétine chaque semaine quand je vous le dis, mais c'est vraiment, vraiment utile. Merci beaucoup, Martial, de me soutenir et de dire que je n'ai pas l'air bête. Et merci beaucoup d'avoir été présent avec nous pour cette média. Et oui, la semaine prochaine, en lieu et place, absolument. Restez avec nous. On ne se quitte pas tout de suite. Il y a le portrait piquant. Xavier Niel, je vous le disais, du téléphone rose à Free. Aux médias. Xavier Niel naît en 1967 et s'intéresse très jeune à l'informatique. Il crée des services de Minitel Rose et investit dans des pipe shows et dans des sex shops. Il gagne ainsi son premier million à moins de 24 ans. En 1991, il rachète Fermic Multimédia, un éditeur de services du Minitel Rose qu'il rebaptisera Iliad. 1999, c'est le lancement de Free, comme un simple fournisseur d'accès Internet. 2006, c'est l'année noire. Niel est condamné pour, je cite, recel d'abus de biens sociaux à 2 ans de prison avec sursis et un peu plus de 400 000 € d'amende et de dommages et intérêts. Il s'en remet et lance en 2008 l'offre de téléphonie mobile Free. C'est la fortune, la vraie fortune, avec des actifs estimés à plus de 8 milliards d'euros en 2023. Niel est réputé pour avoir dit « Quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans leur canard ». Et il ne s'en prive pas. Avec des participations, je prends mon souffle. Dans Brut, Atlantico, Rue 89, Mediapart, Causeur, les Cahiers du cinéma. Mais il détient aussi en totalité Nice Matin, France Antilles et même Paris Turf. Mais son coup d'éclat, c'est, après des rachats successifs, d'être devenu, à travers une holding dédiée, l'actionnaire de référence du groupe Le Monde. Donc du quotidien Le Monde, mais aussi de l'Obs, de Télérama, le HuffPost, Courrier International, sans oublier La Vie et même Prier. Chacun connaît l'opérateur Free en France, mais Free est aussi présent en Suisse, en Irlande, en Pologne, en Italie. Propriétaire du golfe de Chantilly, d'un morceau de la tour Montparnasse, Xavier Niel a créé plusieurs écoles spécialisées autour de l'informatique, ainsi qu'un incubateur d'entreprises, la station F. Sa nouvelle ambition, c'est la télévision. Début 2023, il fait un faux tour de piste et soumissionne à la reprise de la fréquence de M6 avec un dossier bâclé. M6 gardera sa fréquence. Mais ce galop d'essai n'est pourtant pas du temps perdu. Il se familiarise avec le successeur du CSA, l'Arcom, qui attribue les fréquences. Il rencontre des producteurs de cinéma ou de musique,
des artistes, des syndicats. Son véritable objectif, c'est de shipper ces fréquences à Bolloré dans 2 ans. En 2025, les fréquences de CNews et de C8 seront à renouveler. 2025 plus 2 égale 2027, l'année de l'élection présidentielle. Xavier Niel sait compter. Ah, j'oubliais un détail. Niel est le gendre de Bernard Arnault. Arnault, LVMH, Les Échos, Le Parisien, etc. Les repas de famille doivent être bien intéressants. On leur souhaite bon appétit.